Thibaudot, quel est ton premier flop, toi? Mon premier flop, et pas des moindres, Manchester United sur son dernier match de poule au RB Leipzig. Donc forcément, pour tout le monde, ça apparaît comme un flop. Personnellement, j'étais devant le match. J'étais assez abasourdi par la performance de Man U. Je vais plus m'attarder sur la défense qu'autre chose parce qu'on a déjà évoqué, notamment récemment dans une de nos émissions, le problème de milieu de terrain, les problèmes offensifs de Manchester. Mais sur ce match, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la défense. La défense de Man U, donc ils ont pris 2 buts très rapidement avant d'en prendre un troisième vers la fin du match. Ils ont perdu ce match 3-2. Ils ont perdu ce match 3-2 et à aucun moment, en fait, ils ont réussi à arrêter le feu qui se propageait dans leur défense, que ça soit Wan-Bissaka qui a fait un match horrible, Lindelof à côté de lui, Maguire et Luke Shaw qui étaient les 4 défenseurs, ainsi que le gardien Derea, pour moi, ont tous sous-joué et sont grand acteur de cette non-qualification de Manchester United sur ce match au RB Leipzig. Il faut savoir que c'est quand même des joueurs qui ont été achetés pour la plupart à une belle somme. Wan-Bissaka, c'est 55 millions. Maguire, 87 millions, un des défenseurs centraux les plus chers de l'histoire. Lindelof, 35 ou 37 et Luke Shaw, 35 ou 37, un des deux en gros. Pour moi, c'est honteux ce qu'ils ont produit. Le recrutement est très mauvais de la part de Manchester sur le secteur de la défense. Et un David Derea qui a été complètement apathique, incapable de réaliser le moindre arrêt. Il a subi 4 tirs cadrés, ils ont pris 3 buts. Voilà, je vous laisse réagir là-dessus, messieurs, mais pour moi, c'est vraiment honteux ce qui s'est passé. Alex, t'en penses quoi, frérot? Ouais. Bah écoute, c'est pas mon flop numéro 1 du coup, mais clairement, je te suis là-dessus. Surtout qu'on se souvient du départ de Man U dans cette campagne, qui était quand même un peu un départ en trombe. Contre le PSG, déjà, on s'attendait pas à une telle performance, une telle marque de solidité. Moi, je me souviens, Tuanzebe, qui a fait un match en 2 saisons, allez, j'exagère à peine, qui arrive à tenir Mbappé en respect. Donc déjà, ça avait surpris pas mal de gens. Et depuis, lui, par exemple, on ne l'a presque plus vu. Il doit avoir des soucis, encore une fois, de santé, etc. Mais par exemple, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien parce qu'il a une forme d'assurance assez naturelle que je trouve très intéressante à exploiter. Et lui, je me souviens plus quel était son club précédent, mais il a absolument pas coûté 87 millions. Et à mon avis, il serait beaucoup plus utile à Man U qu'un Maguire qui, de toute façon, est un défenseur qui, je trouve, c'est même plus de la panne de vitesse, c'est une chute vers les abysses. Je te coupe une fois, frérot. Je parle de Tuanzebe, justement, il est rentré sur ce match et notamment, j'en veux aussi à Solskjaer parce que il a fait 4 ou 5 remplacements. Il a changé 3 défenseurs qui étaient titulaires, ainsi qu'Alex Telles qui était mis sur les postes plutôt, on va dire, offensifs, qui a été changé par Van de Beek, mais il a remplacé Wan-Bissaka, Lindelof et Luke Shaw. Il a fait 3 remplacements défensifs alors que le mec perdait au score, était mené, quand de l'autre côté, Leipzig, ils ont fait rentrer Poulsen, Kluivert, Tyler Adams, et ils ont fini par faire rentrer un remplaçant à la 87e minute, mais c'était plus pour faire gagner du temps qu'autre chose. C'est aussi fou de voir Man U être mené au score et de faire rentrer 3 joueurs en fait à vocation défensive sur ce match. J'étais assez consterné aussi par ça. Moi, je voudrais voir un autre coach, qui fasse mieux que Ole Gunnar Solskjaer avec cette défense-là. Il a tout essayé. Moi, j'avais préconisé la défense à 3. Moi, après le 6 ou 7-1 contre Tottenham, en première ligue, j'avais demandé à ce que, justement, j'avais appelé à ce que Solskjaer passe à une défense à 3. Passe à une défense à 3, mettre 2 pistons et densifier son milieu de terrain. J'avais même demandé à ce qu'il sorte Pogba de ce milieu de terrain et qu'il rende beaucoup plus athlétique et beaucoup plus défensif avec Sean McTominay et Matic. Je sais pas si tu t'en souviens, Thibaudot, j'en avais parlé. Et là, c'est grosso modo ce qu'il a fait. En gros, il a fait avec les défenseurs qu'il avait. Et voilà, ça passe pas parce que les défenseurs sont trop mauvais, sont trop limités. Moi, je suis fatigué d'en parler parce que ça fait maintenant près d'un an qu'ils enchaînent bourde sur bourde. J'en ai marre. Enfin, le Maguire, non seulement sur le terrain, il est limité. En dehors, il commet de grosses bêtises. Il est pas exemplaire. Il a le brassard. C'est lui qui a le brassard de capitaine. Comment veux-tu que ton équipe
franchissent un cap avec un capitaine comme Moi, lui j'avais qui est. lu. Vas-y, Alex. Vas-y, Alex. Parce que je suis un peu en décalage, c'est pour ça par rapport à l'image, du coup, je me rends pas compte Ah, quand vous parlez forcément. Mais alors en fait, attends, frérot, on va le faire tout de suite. Est-ce que tu as tout coupé Internet chez toi? Peut-être que c'est lié à la bande passante, peut-être que tu as. Peut-être qu'il y a pas assez de connexion chez toi. non, mais en gros, je suis sur un autre ordi là et ça lag un peu. Je sais pas Ah, si je me mets sur l'autre ordi, si ça va aller mieux, tu vois. je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de bande passante le stream, c'est pour ça. D'accord, Ça nous ok. fait souvent, ouais. Là, ça Bah, va un écoute, peu mieux d'un coup, ok. mais j'ai l'impression que c'est par séquence. Donc, Ouais. donc voilà. Non, mais alors je viens de regarder, tu vois, parce que moi j'étais sur le multi là pour mardi, donc j'ai pas vu qui se faisait remplacer. Mais là, je viens de jeter un coup d'œil et je viens de voir que Timothy Fosu-Mensah Ouais. est rentré à 10 minutes de la fin. J'ai le souffle coupé là. Vraiment, Remplacer Wan-Bissaka qui a fait un match de Non, merde. mais non, mais je sais bien. Non, mais Ole Gunnar Solskjaer, on peut tomber sur lui. On peut tomber, c'est incroyable. Mais quand tu regardes cet effectif, franchement, il est trop limité sur le plan défensif. Et moi, je me rappelle des grandes heures des Red Devils. C'était cohérent. Il y avait un 11 indiscutable. Tu avais Vidic, Rio Ferdinand dans l'axe. Tu avais à droite Gary Neville. À gauche, tu avais Patrice Evra. Au milieu, tu avais Paul Scholes. Pogba. Paul Scholes. Tu avais Carrick. Devant, tu avais Cristiano. Tu avais Tevez. avec Giggs aussi. T'avais Giggs, voilà, c'était carré et c'est comme ça qu'ils ont pu justement aller Ça. chercher les sommets. Aujourd'hui, quel est le 11 titulaire de Ole Gunnar Solskjaer? Mais en plus, Mais quand tu vois Leipzig, quand même, Ouais, frérot. je trouve que le coach a réussi à insuffler un surplus de confiance à ses joueurs. Et niveau confiance, niveau ce qu'il a réussi à faire avec l'effectif qu'il a, je pense que Solskjaer, gros, quand tu regardes à 2-0 Man U, il n'y a pas un mec qui tape du poing sur la table. Et le premier à ne pas le faire, malheureusement, c'est Maguire. Maguire, capitaine, qui doit être le joueur référence en défense, il n'a pas parlé une seule fois, gros. Et pire que ça, il est fautif entièrement sur le troisième but. Sur le troisième but, ouais. C'est une catastrophe. Mais il n'y avait pas d'homme, en fait. Pour moi, j'ai vu 11 gamins sur le terrain apeurés et qui voyaient un peu comme Paris à l'époque de la remontada, en fait, qui voyaient le truc venir et qui restaient comme ça apathiques, qui ne faisaient rien, il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas d'orgueil. Je n'ai pas vu des hommes, en fait. C'est ça qui m'a le plus dérangé dans cette rencontre, c'est le manque de réaction, de manque d'orgueil. C'était un vrai triste constat, on va dire. Ouais, Alex, je voulais dire un truc. non, mais moi, ça m'a fait penser. Est-ce que Maguire, Lindelof, tout ça, tous ces grands joueurs là dont on parle, seraient même remplaçants du remplaçant de Vidic? Je dis même pas remplaçant, je dis remplaçant du remplaçant. Waouh. Ouais, non, mais c'est. Honnêtement, hein. Moi, c'est désolant. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai jamais été aussi dégoûté par une équipe. Et c'est là où je rejoins Loan, qu'on salue ici, qui disait effectivement qu'avec un effectif comme celui-là, tu dois faire mieux. Mais aussi là où je pense qu'il faut pas non plus taper que sur la défense, même si tu as raison, toi c'était ton angle, Thibaudot, l'attaque, le jeu offensif. Je suis désolé. Voilà. Même, en fait, pour moi, c'est un mal qui est chronique chez Manchester. C'est vraiment les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Quand tu as un Paul Pogba dont l'agent fait les déclarations qui sont les siennes à la veille d'un match, Paul Pogba, on peut encore revenir sur lui. Quand c'est pas le Covid, c'est mon positionnement sur le terrain. Quand c'est pas mon positionnement, c'est que j'ai envie d'aller au Real. Voilà, il y a pas un climat serein en fait autour de cette équipe. Il y a pas cette colonne vertébrale que tu pouvais avoir avec Sir Alex Ferguson, avec Ryan Giggs. Il y a pas de leader comme tu le dis, et c'est problématique. Et c'est ça qui manque à Manchester, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ne retrouveront pas les sommets d'aussitôt s'ils n'ont pas cette colonne vertébrale en fait de la tête aux pieds. Il n'y a pas de leader, tu vois, mais j'aurais tendance clairement à dire qu'il n'y a pas de leader non plus sur le banc, parce que Solskjaer, c'était un super sub, tu vois. Est-ce que c'était vraiment une grande parole de par tu vois, quand il était joueur, en tout cas, est-ce qu'il avait vraiment une parole qui portait? C'est pas Sir Alex Ferguson, c'est pas un mec qui va taper sur la table. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de passif, en fait. Donc, est-ce qu'il n'a pas touché lui aussi ses limites? Est-ce qu'il a vraiment les épaules pour United? Je pense que clairement pas, tu vois, pour un club intermédiaire, sûrement. Pour un Burnley, sans doute, mais et encore, parce que là, il y a Sean Dyche et va déloger Sean Dyche qui lui a la poigne. Donc clairement, moi je me pose pas mal de questions sur Solskjaer aussi, tu vois. Tu l'as vu, on l'a vu sur le match. À un moment, il a une altercation avec l'arbitre.
Enfin, je dis altercation, c'est plus une discussion en fait. C'est ça qui m'a dérangé. À quel moment je l'ai senti imprégné de cette rencontre. À quel moment je l'ai senti dans l'émotion. Il est toujours dans la retenue, dans le professionnalisme, etc. Mais tu le sens pas vivre le truc en fait. Quand il parle à l'arbitre, il écoute ce que dit l'arbitre, il fait OK, excusez-moi, basta. C'est un Conte, n'importe qui, un Diego Simeone. Tout le monde pète un plomb à ce moment-là du match. Non, lui, il est dans la retenue, tranquille. OK, on va se faire suivre en Ligue des Champions, mais il n'y a rien, gros. Non, c'est ça. Il est stoïque, il est placide. Parce que quand même, Leipzig, et c'est là où tu as raison, Thibaudot, c'est qu'ils ont quand même perdu le meilleur buteur de l'histoire du club. Timo Werner. Ils ont perdu leur meilleur buteur, qui a quand même marqué près de 100 buts en 2-3 saisons, tu vois. Et il a fallu le remplacer. Et ce qui est fou, c'est que Nagelsmann remplace Timo Werner, non pas avec des attaquants de pointe, mais avec des milieux qui font du dépassement de fonction. Les Forsberg, les Kunku. C'est une réussite. C'est là où tu vois vraiment l'empreinte du coach. On en avait d'ailleurs parlé avec Thibaudot, que c'est cette année qu'on allait voir si Nagelsmann est vraiment un très, très gros coach. Parce que là, il perdait Werner et il fallait vraiment qu'il occupe le vide. Et il a comblé ce vide avec Nagelsmann. Avec Forsberg, Kunku et Angelino. Pareil, Angelino qui est latéral gauche de formation. Tu le retrouves quasiment sur le teco. Enfin, c'est formidable. Aïdara aussi, couteau suisse de cette équipe que tu retrouves en 6, piston droit, n'importe où. Ouais, les gars. Alex, ouais, on t'écoutait, tu disais? Non, j'ai rien dit, pour le coup. D'accord, ok. Ça bug à ce point-là, là. Ouais, en fait, ça va. Il y a un léger décalage. En tout cas, bah écoutez, je pense qu'on est d'accord sur Manchester. Donc voilà, je te suis absolument sur tout, tu vois. Le seul mini bémol, mais c'est vraiment mini bémol parce qu'ils sont absolument pas excusables, ce serait le fait qu'il manquait, et puis j'ai pas regardé le match, mais en regardant la feuille de match, il manquait Cavani, il manquait Martial. Cavani, il commençait à rentrer dans la rotation, il commençait à faire taire les critiques, tu vois. Et je pense que vraiment, il aurait peut-être que Solskjaer avait un peu préparé aussi son match. Je sais pas, est-ce qu'il avait déjà commencé à y songer il y a 2 semaines avec Cavani dans son système, tu vois? Est-ce qu'il n'a pas été pris de court aussi? Parce que c'était vraiment une improvisation, la composition, quand je la regarde en tout cas. Bien sûr, c'était une très grosse Après, Martial n'est pas en confiance. Martial a fait le raté contre le PSG, c'est... Après, frérot, Martial, il est jamais en confiance dans les grands rendez-vous. Hein. Déjà, à l'Euro 2016, je me souviens, je crois qu'il joue contre l'Albanie, il est titularisé en première mi-temps, il sort en deuxième. Ouais, je me souviens. Avec Coman qui est exactement dans la même situation contre l'Albanie, qui fait un très gros match. Et c'est vrai que Martial, même l'année dernière, tu regardes en demi-finale de l'Europa League, contre Séville, le nombre d'occasions qu'il rate. Là, avec la sélection, lors de la trêve internationale contre le Portugal, il fait certes un bon match globalement, mais devant les cages, il tranche pas. Je pense que c'est un joueur qui, encore une fois, je le vois sur son visage. J'arrive à un peu lire cette pression qu'il peut avoir. Je le sens pas à l'aise dans les grands matchs, en fait. Je le sens encore crispé. Et s'il arrive à franchir ce cap-là, on pourra commencer à parler d'un très grand attaquant. Mais pour moi, c'est encore un potentiel. C'est pas un attaquant qui va te permettre de débloquer des situations dans les matchs à enjeu. Bien sûr, après, tu vois, par exemple, dans un match qui était quand même très important avec la France contre le Portugal, il a répondu présent. Tu vois, c'est juste qu'il n'a pas eu de chance finalement. Ouais. Donc, il montre quand même qu'il en a sous la patte de toute façon. Je pense que ça se joue aussi sur un coup de dé des fois. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le football, c'est des coups de dé. Thibaudot, un dernier point sur Manchester ou tu veux qu'on passe à la deuxième? Non, j'avais une petite stat. Vas-y. J'avais une petite stat sur les fautes, mais c'est juste vraiment histoire de conclure. Manu a fait 7 fautes, a écopé de 5 cartons jaunes, quand Leipzig a fait 18 fautes pour 4 cartons jaunes. Donc j'ai aussi trouvé un gros manque de roublardise, d'expérience de Ligue des Champions. Tu vois, j'ai vu Campbell qui a fait faute sur faute, jamais quasiment sanctionné, et j'ai pas trouvé ça sur Manu, parce que c'est aussi un des moyens de calmer le feu quand il y a le feu dans ta défense, et c'est une des statistiques qui pour moi aussi aura marqué ce match, le manque d'agressivité de Manu. Mais c'est un très bon point, mais c'est aussi un manque d'intensité. Tu sais, les fautes font partie du football. Enfin, croire que tu fais un match sans faire de fautes, non. Moi, j'ai joué au foot, je faisais des fautes. Et faire des fautes, ça peut être une preuve de maladresse. Toi, t'aimais ça, donc c'est... Oui, non, c'est ça, j'aimais mettre des coups de coude, j'aimais piétiner effectivement des mains. Mais mais faire des fautes, effectivement, c'est aussi montrer ton intensité. Et c'est vrai que s'il y a un point commun avec les équipes allemandes, mais là, je laisserai Thibaudot tout à l'heure en parler, c'est l'intensité. Bon, c'est vrai que Mönchengladbach hier, c'était un peu assez étonnant, mais l'intensité que ces équipes ont, notamment la récupération du ballon.
ce gegenpressing qu'on retrouve pas notamment en France, en Italie ou en Espagne, cette capacité sur 70 à 80 minutes à vraiment être intense. Il y a peut-être Bielsa avec Leeds, mais Leeds à chaque fois vers l'heure de jeu il commence à se cramer, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai été assez marqué par l'intensité de Leipzig sur ces matchs. La sélection nationale, quand même, c'en est le reflet depuis de nombreuses années. Hein. Tu sais que quand tu joues contre l'Allemagne, s'ils peuvent t'en mettre 6, frérot, tu vas t'en manger 6. Hein. L'intensité, c'est leur maître mot, ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Mais écoutez, les gars, on va passer donc à mon flop. Et puis après, je laisserai effectivement Alex clôturer sur cette partie-là. Mon flop, effectivement, c'est autour d'Antonio Conte. Est-ce que c'est le moment pour Antonio de rendre des comptes ? Lorsque Antonio arrive à l'Inter de Milan, il arrive avec 2 missions principales. La première, c'est effectivement retrouver le trône d'Italie, reprendre la couronne à la Juventus de Turin, et également redonner à l'Inter de Milan ses lettres de noblesse en Europe, comme l'avait fait Mourinho au début des années 2010 en allant chercher ce triplé avec le trio Samuel Eto'o, Schneider et Diego Milito. Et depuis qu'il est arrivé, donc ça fait maintenant 2 ans, il n'y a ni l'un ni l'autre qui n'a été atteint comme objectif. Pire, on a l'impression que l'Inter régresse. Puisque déjà l'année dernière, l'Inter a été éliminé effectivement au premier tour. Ils étaient dans la poule du Barça, de Dortmund et du Slavia. Et pour moi, déjà à l'époque, au mieux, ils devaient finir premier. Au pire, ils devaient terminer deuxième. Pourquoi ? Parce que le Slavia Prague, c'est une bonne équipe. J'ai eu l'occasion de les voir jouer contre le Barça, notamment, sur la double confrontation. Une équipe assez hargneuse, qui lâche rien, qui avait d'ailleurs tenu en échec le Barça au Camp Nou. Mais ce n'est pas l'équipe de référence. Ce n'est pas une équipe de référence par rapport à l'Inter. Et le Borussia, pourquoi l'Inter devait terminer devant le Borussia ? Parce que le Borussia n'avait pas encore Shaquille Haaland. Il n'avait pas encore ce Shaquille Haaland, ce joueur dominant, monstrueux, qui n'a joué son premier match qu'en janvier, je vous rappelle, contre le Paris Saint-Germain, lors de la phase aller en 8e de finale. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'Inter de Milan se fait éliminer dès le premier tour et surtout perd son dernier match contre un Barça B à domicile. Et déjà à l'époque, je t'avais dit, Conte, je ne donne pas très longtemps, il ne passera pas l'hiver. Finalement, il a passé l'hiver, il finit 2e de Serie A, on lui redonne sa chance cette année. Cette année, encore une fois, pour moi, au mieux, il devait terminer premier. Au pire, il devait terminer 2e. Et encore une fois, il passe à côté. Et ce qui est problématique, c'est que pour moi, les joueurs qu'il a recrutés, notamment les Lukaku, ils ont rempli leur contrat. Parce que pour moi, Lukaku, c'est ce genre de joueur qui va marquer dans les matchs qui vont te permettre de jouer les gros matchs. Mais c'est pas ce mec qui va marquer dans les gros matchs. Lukaku ne marque pas dans les gros matchs. Quand tu regardes son historique, dans les grands rendez-vous, que ce soit en Serie A ou même en sélection, il ne marque jamais, à part lors de son quart de finale à la Coupe du Monde 2014 face aux États-Unis, ou encore ce but en finale contre Séville en Europa League. Mais dans les grands rendez-vous, il est toujours absent, et on l'a encore vu, en fait, dans cette phase de poule. Il n'a pas marqué face au Real, et il n'a pas marqué face au Shakhtar lors de la dernière journée. Et le pire dans tout ça, c'est que les joueurs que Conte a recrutés, ce sont les mêmes aussi qui l'ont plombé. Achraf Hakimi, Arturo Vidal. Donc, quand tu regardes ce groupe, je te rejoins là-dessus, Thibaudot, quand tu n'as pas des joueurs qui ont une grande expérience de l'Europe ou qui ont joué des très gros matchs à l'échelle européenne, tu ne peux pas franchir un cap. Mais c'est la raison pour laquelle on a mis Antonio Conte sur le banc. C'est parce que lui, en tant que joueur et entraîneur, il a cette expérience-là. Il n'a pas su la transmettre à ces joueurs-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle Conte, aujourd'hui, est un flop. Je vous laisse la parole et savoir ce que vous en pensez. Alex. Je te suis totalement sur Conte. Je reviendrai ensuite parce que, pas joueur par joueur, mais on va dire qu'il y a quelques cas de joueurs qui m'interpellent pas mal. Mais pour revenir sur ce que tu disais à la fois sur la campagne précédente et sur cette campagne-là, la campagne précédente, c'est totalement ça. Leur match d'ouverture, finalement, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus en Ligue des Champions. Ils commencent par un 1-1 contre le Slavia. Je me souviens, j'avais regardé le match, c'était à 18h55 et on avait été. Non, mais en gros, voilà, c'était ouverture de soirée un peu. Et on avait été vraiment très déçus. L'animation offensive annonçait un peu les couleurs de leur future campagne, mais on ne le savait pas encore. Et sur les matchs d'après, c'est ça en fait. Il manquait tellement de choses à tous les niveaux. Lukaku, Lautaro sauvaient les meubles par moment. Lautaro, je me souviens de quelques buts importants. Je crois qu'il avait marqué au Camp Nou. Ouais, il a marqué au Camp Nou, super but d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et effectivement, ils perdent ce dernier match contre le Barça qui est remanié de chez remanié. Et cette année, on se disait, bon, l'an dernier, c'était un accident. L'Inter, c'est quand même gros morceau cette année. Ils vont venir avec des ambitions de quart de finale, peut-être. En tout cas, c'est le standing qui voudrait ça, tu vois. Bien sûr. Imiter, en tout cas, se mettre au niveau de la Juve et pas qu'en championnat, par exemple. Même si
voilà, on ne parlera pas de la Juve, mais le niveau de la Juve pose question également. L'Inter cette année, en fait, je comprends pas. Ils ont joué de malchance contre le Shakhtar à Kiev, parce que le match s'est joué à Kiev. Vraiment, ils ont tapé le poteau, ils ont eu un but annulé. Ils sont tombés contre une équipe du Shakhtar qui a complètement fermé le jeu. Ça a pu paraître un peu étonnant parce qu'ils avaient vraiment, ils s'étaient amusés en fait. Ils s'étaient amusés avec le Real Madrid, donc on s'attendait vraiment à un match ouvert, tout ça. Ils ont fermé le jeu et l'Inter, à part par séquence, a pas réussi à déjouer un bloc qui était bien en place et qui était encore une fois beaucoup touché par le Covid. Donc déjà ici, les choix de Conte m'ont un peu étonné. Voilà, il n'a pas fait le forcing pour casser le verrou. Ensuite, hier soir, c'était justement Lukaku. J'ai pas regardé le match en priorité parce que j'étais sur Salzbourg Atlético, mais l'Inter, de ce que j'ai vu en tout cas dans des résumés assez longs, je regardais un peu Lukaku pour le cerner et je le trouvais complètement. Lui déjà en fait, j'ai l'impression qu'il savait pas où il habitait, tu vois. En gros, ses coéquipiers centraient, tu vois, et t'avais des. Même quand Alexis Sanchez, tu vois, c'est Alexis Sanchez qui a la dernière occasion de la tête. Oui, alors que Lukaku est à côté, tu vois. Bien sûr. Et pareil sur le dernier coup de tête qui est sauvé par, qui devait être sauvé par Bondar parce qu'il était sur la trajectoire. C'est Lukaku qui s'interpose en fait parce qu'il est figé, tu vois, sur le corner qui est frappé. Je te coupe un peu pour voir ce que pense Thibaudot. Bien sûr. Juste, Thibaudot, là, tu vois, quand tu vois. Salut Teddy, salut, comment tu vas le frérot, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Conte en conférence de presse, contrairement, je sais pas s'il va dans le sens d'Alex, mais il te dit, en fait, on n'a pas eu de chance. Il y a eu des problèmes d'arbitrage, on n'a pas respecté l'Inter. En gros, si on est éliminé, c'est pas notre faute. Après, il dit aussi que je ne comprends pas qu'on n'ait pas marqué contre le Shakhtar, sachant que il y a quelques mois, en demi-finale d'Europa League, ils leur en mettent 5 ou 6, tu vois, avec 5, tu vois, avec une équipe d'ailleurs qui est quasiment la même. Est-ce que toi aussi, est-ce que tu penses que c'est lié à des problèmes d'arbitrage? Est-ce que tu penses que, comme le dit Teddy, c'est lié aussi au groupe relevé? On a vu toi et moi le match contre le Real. Moi, j'ai vu un Inter qui était scandaleux face au Real, à l'image notamment d'Arturo Vidal. Pour moi, il n'y a aucune excuse. Certes, sur le papier, le groupe est relevé. Je pense que c'est un des groupes qui m'a le plus déçu, si ce n'est le groupe qui m'a le plus déçu, le groupe B. Le niveau des matchs était triste, le Real Madrid était triste. Et que Mönchengladbach, que j'ai trouvé assez plaisant à voir jouer, j'étais content notamment de voir des Français performer avec Alassane Plea, joueur le plus décisif. J'essaie de la caler avec 5 buts et 3 passes D pendant les poules. Mais honnêtement, aucune excuse. Aucune excuse pour Antonio Conte, pour l'Inter de Milan. On n'a pas parlé d'une chose, son système. Que tu adores. Ouais, Pierrot, ouais. 3-5 de Conte. Honnêtement, c'est assez hallucinant de voir à ce niveau de jeu-là un mec qui, sur 2 années de Ligue des Champions, te sort le même système sur chaque match en sachant qu'il le fait aussi en championnat. Mais sinon, ça serait pas drôle. Mais en gros, il a aucune adaptation. Aucune adaptation sur la feuille de match, sur le terrain. Il n'y a rien. Conte ne s'adapte en rien à son adversaire, ne s'adapte en rien à ses joueurs. Et s'il paye aujourd'hui comme ça, si fort le prix en Ligue des Champions, c'est normal. C'est normal. Et il doit rendre des comptes, comme tu le dis, parce que c'est la question que tu as posée au début. Ok, cool. Il n'y a pas de souci. Il va aller mollo, il va avoir un procès, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il ait un procès équitable. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me rend dingue avec lui, c'est comme tu dis, son manque d'adaptation. C'est pas le fait d'avoir un 3-5-2. Gasperini a un 3-5-2 et il joue très bien avec ce 3-5-2. C'est pas le format, c'est cette capacité justement à pouvoir s'adapter à son adversaire et aussi à ses joueurs. Et Conte ne fait ni l'un ni l'autre. Alors oui, tu comprends, il a gagné avec la Juve, il a gagné avec Chelsea, mais il a aussi connu des échecs, avec notamment la Squadra Azzurra, et il en connaît aujourd'hui avec l'Inter. Regarde El Cholo Simeone. On pensait que ce mec mourrait avec ses idées. Et même lui, il a changé. Même lui, il est passé du 4-4-2 au 3-5-2. Même lui, il s'est dit, j'avoue les gars, je suis un forceur. Même moi, je me fais chier. Même moi, je me fais chier moi-même, en fait. T'es sûr qu'il l'a dit? Tu vois? Et le mec, il dit, OK, moi, je passe du 4-4-2 au 3-5-2 et ça marche pour lui. Ça marche en Ligue 1, c'est un leader. Ils sont qualifiés au 2e tour. Donc, tu vois que ça fait partie de ça. Et donc, moi, j'ai une question, les gars. Elle est pour Alex et Thibaudot.
et aussi pour Teddy et les mecs sur le chat, comment peut-on prétendre être un candidat sérieux à l'Europe quand on n'a qu'un seul ailier dans son équipe? Il n'a qu'un seul ailier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lukaku, Martinez sont off, ou Sanchez sont off. Sa seule option de rechange, c'est Perisic sur le Teco. Je ne dis pas que Perisic est un mauvais joueur, mais c'est pas avec Perisic que tu vas aller sur la terre promise. C'est ça. Est-ce que c'est normal? Alex? Ouais. Non, mais c'est ça, je te suis. Et puis, on en avait parlé l'autre jour. Pour moi, c'est tellement symptomatique, en fait. Le gars, il a un changement fétiche à chaque fois. Lautaro remplacé par Alexis Sanchez. C'est vrai. C'est putain de merde. Tu vois, alors de temps en temps, ils sont alignés en championnat pour faire joli. Voilà, ils les mettent contre Sassuolo, contre des équipes qui ont pas trop de joueurs un peu costauds, donc ça passe mieux dans les petits espaces. Voilà, des équipes qui défendent un peu moins bien que la moyenne. Mais c'est ça, il n'y a pas d'idée en fait. Il n'y a pas d'idée. Et déjà, il y a un problème, à mon avis, au niveau du recrutement. Et ensuite, le truc que je comprendrai jamais, en tout cas, on peut me dire ce qu'on veut sur cette saison et sur le bout de, on va dire, la seconde partie de la saison dernière, c'est la question Eriksen. Parce que Eriksen, là, il a été, c'est même pas placardisé, c'est-à-dire il l'a fait rentrer à la 94e, là au dernier match. Il a humilié en fait. Il a humilié. Il fait ça depuis des mois. Depuis qu'il est arrivé. Alors qu'il a demandé. C'est lui qui l'a demandé. Il lui a demandé en fait. Il a demandé au propriétaire chinois, donnez-moi Eriksen. Et il l'a eu. C'est ça. Et maintenant, il va partir exactement comme il était parti de Tottenham en fait. Donc c'est. Exactement. Exactement. Et c'est là où tu vois, parce que moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand il arrive la première année et qu'il dit en gros, moi, Perisic, je ne le veux pas parce qu'il ne peut pas se fondre dans un 3-5-2. Je me dis, mais ce mec est malade. Perisic, c'est un créateur d'opportunités. Perisic, c'est un créateur de différence. Et la preuve en est, c'est qu'il est prêté au Bayern et il devient quasiment titulaire indiscutable devant Coman. Et c'est le 1 contre 1. Perisic, c'est un créateur, c'est le joueur que tu vas avoir dans ton effectif. C'est pas forcément ce joueur qui tout seul va te permettre de franchir un cap, mais c'est certainement le mec que tu vas avoir dans tes rangs. Et de voir que quand Conte l'utilise, la plupart du temps, il le met en piston, je me dis, mais ce mec n'est pas sérieux. Ce mec n'est pas sérieux. Mais maintenant, j'ai une question, les gars. Parce que, ok, c'est le moment de rendre des comptes. Le problème, c'est qu'il y a un petit souci, déjà financier. C'est que si demain tu dis, ok, Conte, tu dégages, il faut payer des indemnités de licenciement. Or, on sait très bien que les clubs en Serie A, ils sont pas en très bonne santé économique. Surtout les clubs de Milan. Hein. Surtout les clubs de Milan. Et aussi, il y a un autre point, c'est que tout à l'heure, Alex l'a dit, Conte, depuis qu'il est arrivé, il a recruté. Il a recruté quasiment une équipe entière. Il a recruté 11 joueurs. C'est une armée mexicaine, c'est une armée de pistons et de joueurs axiaux. Il a recruté Barella, il y a eu Sensi, il y a eu Ashley Young, il y a eu Matteo Darmian, il y a eu Achraf Hakimi, il y a eu même Diego Godin, qui est parti. Kolarov. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu fais venir un nouveau coach, est-ce que tu lui dis, ok, écoute poto, on n'a pas de thune, donc tu prends le même effectif et tu essaies de faire mieux, ou sinon tu lui dis, écoute, tu viens, mais tu peux venir avec tes joueurs. Mais si tu viens avec tes joueurs, forcément, nous, on va devoir payer. Et payer dans un contexte économique qui n'est pas favorable, c'est pas forcément à l'avantage de l'Inter de Milan. Et dernière chose, c'est que là, l'Inter est éliminé, la Juve ne l'est pas, la Lazio ne l'est pas, l'Atalanta ne l'est pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Inter non seulement déjà n'est pas reversé en Europa League, mais a toute la saison pour se focus sur le Scudetto. Donc, est-ce que tu laisses ta dernière chance à compter et tu lui dis, ok, là, poto, t'as plus d'excuses. Là, tu ne joues rien cette année, si ce n'est le Scudetto. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je pense qu'ils vont le garder d'ici la fin de championnat parce que, comme tu l'as dit, il a un effectif qui est totalement à son image à l'heure actuelle. Et je vois mal un coach digne de ce nom, hein, parce que là, on parle quand même de l'Inter, c'est pas un petit club. Donc, si tu fais partir Conte, c'est pas pour faire venir un illustre inconnu. Je vois pas quel coach digne de ce nom arrive et dit « Ok, je prends cet effectif et je joue dans un autre système que celui de Conte. » Parce que là, franchement, ça manque vraiment de profils différents. Et comme tu l'as dit, Perisic, c'est peut-être le seul ailier digne de ce nom dans cette équipe-là. Donc, je vois pas quel coach pourrait dire, OK, moi, j'accepte ce bourbier-là, en fait. Soit ils vont prendre un coach qui est un coach moyen et ça le fait passer pour un bon coach parce qu'il est à l'Inter, mais un coach digne de ce nom, genre les mecs sur le marché, genre Laurent Blanc, bref. Même les comment il s'appelle? L'ancien de la Juve. Comment il s'appelle? Celui qu'on veut faire venir au Paris Saint-Germain. Allegri, ouais. Jamais il prendra ça. Même pas en touchant avec son doigt, jamais. Même pas avec un doigt. Alex?
Ouais, c'était quoi la question initiale là? Désolé. Non, t'inquiète. Ouais. Ah non, ça y est, je m'en souviens. Ça y est, je m'en souviens. Est-ce que Kanté va durer jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils vont le laisser ou quoi que ce soit? Oui, je pense Oui. qu'ils vont le laisser aussi. Mais évidemment, si tu me demandes à moi, il faut le dégager en hiver. Et vite. Encore une fois, tu vois, je suis pas tifosi, loin de là, tu vois. Mais pour moi, c'est vital. Parce qu'à partir du moment où tu as un mec qui recrute Kolarov à l'été, ça veut dire qu'il connaît plus rien au foot actuellement. Il est dépassé par ce qui passe. Et là, je suis vraiment, tu vois, très, très sérieux et même remonté. Parce que Kolarov, en défense à 3, à l'Inter, c'est cataclysmique. De ouf, poto, Il n'y a même pas de mots. Et le mec, il suffit juste de le regarder parce qu'il a joué En gros, le sélectionneur serbe, Ljubiša Tomaković, a commencé à l'intégrer dans une défense à 3. Ça, c'était avant son transfert à l'Inter. On a très bien vu que c'était pas fait pour lui, qu'il prenait l'eau de partout. Et toi, tu le prends et tu le fais jouer dans une défense à 3. Pour moi, il a un logiciel des années 80. Pourquoi? C'est un ouf, tu vois. C'est un mec qui vient en 2020 avec un logiciel des années 80. Mais même quand tu vois qu'il prend Achraf Hakimi à 45 millions d'euros et qu'il prend Arturo Vidal, c'est-à-dire qu'il prend un mec à la fois un gaffeur, Achraf Hakimi, qui est un gaffeur en chef. On a vu ce qu'il a fait à Dortmund. On se souvient d'ailleurs l'année dernière en 8e de finale contre le Paris Saint-Germain. C'est lui qui est au marquage sur Neymar. Le seul but que Neymar ait marqué sur corner, il l'a marqué sur la tête d'Achraf Hakimi. Ouais. Tu vois, c'est un gaffeur. Et il prend Arturo Vidal, qui est au mieux bourbier, au pire un mec bourré. Donc tu vois, qui lui a mis profond sur le match où il prend son rouge. C'est ça. Donc il prend des mecs, mais qui sont. Alors Achraf Hakimi, il a encore une marge de progression. Mais tu vas où avec Arturo Vidal quand ton meneur de jeu? Non mais poto, sois sérieux. Et vraiment, moi je pense que le jeune chinois qui est propriétaire, ou du moins qui représente les intérêts de ses parents, il doit péter un câble parce qu'il est hyper ambitieux. Il veut remettre l'Inter sur la carte de l'Europe, mais c'est pas avec cet effectif et surtout ce coach qui est extrêmement conservateur qui va pouvoir. J'irai même plus loin. Lukaku, qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe et qui surnage quand des fois c'est vraiment le marasme et qui fait que l'Inter reste quand même compétitif. Je pense que ce joueur-là, si rien ne change, va demander à se barrer en fait, parce que Lukaku, ça devient sérieux quand même. Alors certes, il a des petites absences de les grands rendez-vous, mais quand tu vois dos au jeu ce qu'il arrive à proposer, je pense que c'est un des meilleurs neufs dans son style actuel et ils vont pouvoir perdre en fait de gros talents si ça continue comme ça. Écoute, c'est très drôle parce que Lukaku a fait une interview dans France Football qui est parue cette semaine là où il explique qu'il est le top 5, il est dans le top 5 des meilleurs attaquants européens. Et d'ailleurs, il salue le travail de Conte. Voilà, parce que quand tu fais partir Conte, il faut aussi avoir l'aval des cadres en fait, des joueurs phares. Si demain tu fais partir Conte, est-ce que Lukaku sera forcément d'accord? Je pense pas, parce que la manière dont il en parle comme son mentor, apparemment, ça fait des années et des années qu'ils se connaissent, notamment lorsqu'il était déjà à Chelsea, Conte, et qu'il voulait déjà Lukaku. Donc la relation il y a longtemps. Donc je pense pas déjà que ce soit facile de dégager Conte si Lukaku donne pas son aval. Et en même temps, Lukaku, comme tu le dis, aujourd'hui il se considère comme l'un des top 5. Moi, encore une fois, Lukaku, depuis qu'il est pro, à savoir 2010, il n'a remporté qu'un seul trophée. Je vous le donne en mille, le championnat de Belgique. Donc une question se pose aujourd'hui. Est-ce que tu peux gagner une grande compétition avec Lukaku en pointe de ton attaque? Il n'est pas là sur la Ligue Europa, lui? Non, les gars. Ok, attends pour moi. Je pense qu'il a progressé quand même, hein, Lukaku. Il a progressé, c'est indéniable. Mais est-ce qu'avec lui, dans les grandes compétitions, est-ce que tu peux gagner une compétition avec lui en pointe de l'attaque? Avec Inzaghi? Oui. Avec Eto'o? Oui. Avec Zlatan? Avec Lukaku? Peut-être que non, Alex. Si tu as un coach qui est adapté aux réalités de son époque, oui. D'accord. Je pense, parce qu'en effet, tu l'as dit, dos au but, puis ça, il a énormément progressé, on l'a vu. Il s'est mis au diapason. Tu vois, alors c'est normal qu'il défende Conte, parce que Conte, voilà, c'est son totem, tout ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, il faut faire une revue d'effectifs complète pour que l'Inter résiste, tu vois, parce que déjà, le Scudetto, à mon avis, déjà avec cet effectif, c'est mort de chez mort. Hein. Ça, pour moi, je comprends même pas comment on peut les mettre dans la discussion. On les met là dans la discussion parce qu'ils sont dans le classement, ils sont bien placés, tu vois. Mais ça n'a rien à voir déjà dans l'application. Et tu l'as dit, tu as très très bien fait de rappeler que toutes les autres équipes italiennes se sont qualifiées. Et toute la différence se fait, comme tu l'as dit, aussi dans l'engagement, en fait. Toutes les autres équipes italiennes, elles ont la rage, tu vois, la rage de vaincre.
La Lazio te mord la jambe gauche, l'Atalanta te mord la jambe droite, tu vois. Bon, la Juve, c'est plus compliqué, tu vois. C'est vraiment plus avec l'arbitre. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. La réputation de la Juve la précède, mais Des bâtards, les gars, c'est pas grave. Attends, un bâtard, Alex. Attends, un bâtard de ouf, Alex, un bâtard. Non, mais vas-y, Alex, vas-y. non, mais c'est ça en fait. C'est que Non, mais c'est alors, je vois ce que tu veux dire parce que même l'année dernière, tu sais, il y a souvent des gens que tu vois à la télévision, ils se prétendent experts et tout, ils te disent, mais regardez l'Inter, ils ont fini un point de la Juve. Et t'es là, tu te dis, mais ici, ils ont vraiment regardé le championnat. Parce qu'à aucun moment de l'année dernière, l'Inter n'a menacé la Juve. À aucun moment, l'Inter, c'est la Lazio, en fait, qui a craqué. Mais à aucun moment, l'Inter n'a été une sérieuse menace pour la Juve et un sérieux candidat au titre. Il n'y a qu'à voir leur match, en fait, leur confrontation directe contre des équipes du Big Six en Italie. Il y avait dalle que. Il y avait que dalle. Et d'ailleurs, là, il faut aussi rappeler que la Juve a été championne l'année dernière à 3 journées de la fin et qu'ils ont perdu les 2 derniers matchs quand l'Inter les a gagnés. Donc, terminer à un point de la Juve l'année dernière ne disant rien du niveau réel de l'Inter, en fait. Tout à fait. Mais les gars, juste un dernier point, peut-être qu'il y a une issue. J'ai checké les contrats. J'ai checké les contrats de l'Inter et effectivement, on va dire que les Chinois, les propriétaires chinois ont été un peu malins. En gros, Ashley Young, Kolarov, Darmian et je crois D'Ambrosio, il leur reste un an de contrat. À savoir que dès cet été, ils sont libres. Donc ça peut permettre aussi justement à un nouveau coach d'arriver avec des spots qui pourraient se libérer également dans l'effectif. Parce que là, l'Inter, ce dont ils ont besoin, s'ils ont un nouveau coach, c'est une revue d'effectifs. Parce qu'aucun coach ne viendra avec le même effectif. Il n'y a aucun intérêt. Il manque trop de variété et de versatilité. Tout à fait. C'est ça. Bon, de toute façon, quand tu as des mecs dans ton effectif comme Rano qui est encore sur le banc, alors qu'on connaît très bien sa réelle valeur, tu as Gagliardini qui est titulaire tous les week-ends. Enfin bon, stop. Non, mais franchement, stop. On a vraiment pris des flops. Hein. On a vraiment pris des flops qui sont énervants et qui nous dégoûtent. Ouais. Non, mais c'est tout simplement, c'est désespérant, Conté. C'est vraiment désespérant. Ça dégoûte. Non, mais je suis d'accord. C'est vraiment dégoûtant. Enfin bref. À toi, Alex, régale-nous, frérot. Bah, du coup, je vais pas vraiment vous régaler avec un flop, hein, c'est le principe du flop. Mais alors, initialement, bon, je voulais revenir sur le Zénith, mais j'ai changé au dernier moment parce que, en fait, une réflexion, tu vois, je me suis dit, mais attends, cette année en Ligue des Champions, là, est-ce qu'il y a eu un match que j'ai retenu, dont je me souviens, en fait, quand je me lève le matin, je dis, quel match c'était incroyable, je me le suis repassé, j'ai vu toutes les actions. Est-ce qu'il y a un match dans cette phase de poule qui m'a marqué? La réponse est non. Donc, pour moi, le flop, c'est jusqu'ici la phase de poule de la Ligue des Champions 2020-2021, tout simplement. Aussi parce que je trouve que tous les matchs se jouent et forcément, le contexte ne prête pas à autre chose, hélas, mais les matchs se jouent dans un contexte complètement de mort cérébrale, en fait. Les mouches volent. On entend des supporters fictifs. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs sont affectés, tu vois, et ça se voit dans leur jeu. Par exemple, même le dernier Ajax-Atalanta là, qui était hier. Certes, l'Atalanta, c'était pas vraiment dans son intérêt pour le coup de jouer, donc ils ont un peu fait du contre-nature. Mais j'ai tendance à croire que si le stade était plein, tu vois, et pareil pour l'Ajax, ils auraient tenter le tout pour le tout, tu vois. Et ça aurait été un grand match. Hier, au final, on a assisté à un 0-1 avec un but du super sub traditionnel. Donc, encore une fois, je ne cesse de regarder le calendrier avec tous les matchs et je ne ressors pas un match. Alors, certes, il y a eu des gros scores. Encore, ça existe encore. Mais avant, tu avais 3-4 matchs marquants par journée. Tu avais des joueurs qui se distinguaient, des actions de fou. Là, je me souviens de pas grand-chose. Donc, pour moi, le flop est total sur cette phase de poule et j'espère que ça va changer pour la suite. Thibaudot ? Ouais. Bah écoute, je vérifie juste le score du match. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu des grosses déceptions, notamment chez les gros, quand on voit que le Barça, la Juve, notamment le groupe B dont j'ai parlé tout à l'heure, Real, Mönchengladbach, Inter, les gros n'ont pas répondu présent. Quand bien même ils auraient répondu présent, c'est sur un match à tout péter, et puis après c'était déception sur déception. Manchester United, c'est vrai que c'était un faible niveau jusque-là. J'attends de voir ce que ça va donner sur les matchs à élimination, mais pour l'instant c'est très décevant. Il n'y a pas eu de surprise en fait. On parle des petites Aussi, équipes ouais. généralement. Porto est la seule équipe hors des 5 grands championnats à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale. Quand d'habitude, on peut avoir du Ajax, PSV, Kiev notamment,
Tu vois, ce genre de petites équipes qui peuvent nous, Shakhtar aussi, qui peuvent nous surprendre. Là, il y a eu une seule équipe, c'est Porto, hors des 5 grands championnats. Donc, j'ai été assez déçu de ce que j'ai vu. Même la dernière journée qui aurait dû être une journée avec des matchs fou de chez fou, j'ai que eu Leipzig, Manchester United qui m'a fait vivre de vraies émotions, mais c'était plus des émotions de oh merde que... non, mais d'agacement. Que putain, j'ai vu un vrai match de foot, tu vois. C'était plus en mode oh merde que waouh. Donc ouais, déçu aussi. C'est des flops, hein. C'est vraiment des flops, moi, qui me désolent, parce que c'est vrai que moi, il y a un match que j'ai en tête, c'est pas forcément pour les meilleures raisons, pour les bonnes raisons. C'est Leipzig-Paris Saint-Germain, quand Leipzig s'impose 2-1. La deuxième mi-temps, oh là là, c'était mais une purge. Oh mon gars, le lendemain, j'ai chié mou. C'était une diarrhée de malade. J'avais jamais vu un match aussi dégueulasse. Dégueulasse des deux côtés, notamment en deuxième mi-temps, avec un Dayo Upamecano qui s'est transformé en Dayo Upamecano. Grand costaud, mais avec les pieds maladroits. Enfin, c'était horrible. Mais après, je note quand même qu'il y a, moi, il y a une équipe qui m'a vraiment plu, mais qui malheureusement ne sera pas dans la deuxième phase, c'est Salzbourg. Salzbourg, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment joué au ballon, peut-être trop d'ailleurs, en laissant souvent des boulevards dans leur dos, mais offensivement, c'était vraiment intéressant. Il y a au moins 5 à 6 joueurs que je retiens et qui certainement vont faire la une des journées lors du prochain mercato. Il y a Slobosoy, il y a Koita, il y a le jeune Daka. Berisha. Il y a Berisha également, l'Allemand. C'est vraiment une belle équipe, moi, qui m'a marqué. Malheureusement, elle ne sera pas au rendez-vous en janvier prochain. Mais voilà, si je dois retenir une équipe de cette phase de cette phase de premier tour, c'est elle que je retiendrai, Salzbourg. Les gars sur Salzbourg, bah écoute, je te suis, mais Salzbourg, c'était exactement ça aussi l'année dernière, en fait. C'était, tu vois, moi je trouve que Salzbourg, alors qu'ils ont changé, ils ont perdu Hollande, ils ont perdu Hwang Hee-chan, qui étaient quand même des pions totalement essentiels. On s'est dit, mais comment ils vont faire? Et Daka, qui était le remplaçant d'un peu des deux, tu vois, surtout de Hollande, bah lui, il a un peu déçu, tu vois. Ouais, bah hier notamment, ouais, tout à fait. Ouais. Il a marqué aucun but, il me semble, sur cette phase de poule. Non, bah il n'a pas marqué, ouais. Et Salzbourg, en fait, c'est vrai qu'ils ont joué au ballon, effectivement, mais sur le dernier match contre l'Atlético, où on les attendait justement, tu vois, contre une équipe très très regroupée, c'était vraiment un immense défi pour eux. Moi, j'ai été très très déçu, en fait, tu vois. D'accord, ok. Parce que certes, c'est l'Atlético, on sait très bien que quand ils veulent fermer le jeu, il n'y a pas grand monde qui peut passer, même une petite flèche, tu vois, il n'y a pas une meurtrière. En gros, voilà, l'Atlético, c'est une meurtrière, c'est tellement petit que tu peux rien insérer dedans. Même une feuille de cigarette. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc, tu peux même pas rouler, tu peux rien faire. Et en fait, ils n'ont pas assez exploité les qualités de leurs joueurs. La compo était très, très offensive. Il y avait pratiquement tous les attaquants. Il y avait Berisha, il y avait Daka, il y avait Koita, il y avait Szoboszlai, tout le monde était là. Ensuite, ils ont fait rentrer Okafor, enfin bref. Ouais. Et ils n'ont pas assez exploité la largeur, à mon goût. Ils n'ont pas assez joué en fait sur les combinaisons, ils n'ont pas assez pris les intervalles. Et par exemple, finalement, la seule énorme occasion qu'ils ont eue, c'était Szoboszlai qui doit la mettre deux. Il doit la mettre. C'est un pénalty pour lui, ça. Moi, j'ai crié, les voisins, ils ont appelé. Hein. Quand il a raté, j'ai crié, les voisins, ils ont appelé. Parce et je dis, mais non, mais il doit la mettre. J'ai dit au policier, il doit la mettre. Il doit la mettre. Confinement ou pas confinement, il doit la mettre. Mais je suis un peu moins d'accord avec toi parce que bon, la compo de l'Atlético, justement, était là pour empêcher la largeur en 3-5-2. Tu as vu Kevin Trippier qui était très actif de son côté. Tu vois je suis déçu aussi par Jesse Marsh, en fait. Tu vois, sur ce match, encore une fois. Tactiquement, c'est l'apprentissage, bien sûr. C'est l'apprentissage. Ouais. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était vraiment ils ont joué, ils auraient pu mieux faire, ils ont énormément vendangé, que ce soit face au Bayern ou même face à l'Atlético à l'aller ou au retour, ils ont énormément vendangé et s'ils avaient un peu d'efficacité, ils seraient certainement aujourd'hui au deuxième tour, on n'aurait pas la même conversation. Il y a Teddy, lui qui évoque Bruges. Je sais que toi, Alex, oui. Tu les as regardés, notamment hier. Je voulais en parler justement juste après Salzbourg. Vas-y, réponds avec. Si toi, tu as retenu Salzbourg, moi aussi, je les ai retenus, mais j'ai plus retenu Bruges, qui a en fait dépassé sa condition de petit club, entre guillemets, parce que c'est un grand club dans son championnat, de petit club d'un petit championnat. Il y a vraiment des joueurs qui se sont révélés. Il y a le petit Charles de Ketteler, il y a Crépin Diatta, qui est une véritable mobilette. Le Sénégalais.
beaucoup de danger. Et je l'avais vu déjà avec le Sénégal à la dernière CAN. C'est très intéressant, je trouve. Il y a Hans Van Aken qui est assez sous-coté et qui est sélectionné avec l'équipe de Belgique depuis déjà à peu près. Enfin, il est revenu dans la rotation en tout cas. Je sais pas s'il était vraiment sélectionné ces dernières années, mais en tout cas depuis un an, il est de tous les rassemblements. Et c'est un joueur c'est un artiste en fait. C'est un artiste, c'est la légende du club. T'as vraiment des mecs aussi comme Noah Lang, tu vois, qui était à l'Ajax l'an dernier. C'est des petits pépites qui se révèlent jusqu'à finalement mettre en danger le Lazio sur la dernière occasion, parce que c'est la transversale qui sauve la Lazio. Donc bien sûr Bruges. D'accord. Que je voyais la surprise. Ouais. Okay. Juste pour revenir sur Salzbourg vite fait, formateur de pépites depuis maintenant bien longtemps. Mané, Sabitzer, Haaland, Naby Keita, Aïdara de Leipzig. Enfin, c'est un club qui forme. C'est un moulin. C'est intéressant de regarder un peu le recrutement justement du groupe Red Bull. Il y a un très bon article aussi de France Football, parce que j'ai l'habitude de regarder un peu ce magazine, de le lire, de faire ma revue de presse là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils t'expliquent qu'en fait, ils ont un profil type de joueur. En gros, au-dessus de 21 ans, ça devient compliqué. Ils veulent des profils jeunes, ils veulent des mobilettes, ils veulent justement des joueurs qui vont faire ce contre-pressing, ce gegen-pressing. Et hier, vraiment, quand j'ai vu Salzbourg jouer contre l'Atlético, j'avais l'impression de voir une équipe de papy avec une équipe de Salzbourg où ça courait de partout. Tu avais vraiment l'impression que les mecs de Salzbourg avaient bu du Red Bull. Non mais vraiment, qu'ils avaient bu du Red Bull. C'était, je sais pas ce que toi t'as vu toi Alex, mais une intensité au niveau de la récupération des courses qui est assez impressionnante de la première à la 90e. Ouais, non mais je te suis, parce que encore une fois, quand je dis qu'il y a le manque d'idées, bien sûr, mais l'intensité, elle est là à chaque match. Et ça, on peut pas leur reprocher. Donc clairement, ça c'est l'école Salzbourg, et c'est aussi un peu l'école Leipzig. C'est l'école Red Bull finalement. Voilà, moi j'ai mon avis sur le projet Red Bull, en tout cas, tu sais, du point de vue des clubs historiques. Ouais. Et c'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas sain à la base, mais on est forcé de constater que sur le plan sportif, en tout cas, ils font du bon travail. Même si pour moi le côté historique ne suit absolument pas. Et ça me dérange, par exemple, de voir des équipes sponsorisées par Red Bull en compétition européenne. Et qui boivent du Red Bull, parce que hier sur le seuil, Daka, Koita, c'était du Red Bull de la première à la 90e. Malheureusement, ça leur a pas donné des ailes. Blague de merde. Thibaudot. Thibaudot, petit flop, là. C'était le 4e flop, ouais. Thibaudot, c'est quoi ton top, mon gars? Ton top, frérot, c'est quoi ton top? Dis-moi. Mon top. Je vous fais un petit speech vite fait et après je vous laisse réagir. Allemagne, Espagne, 4 équipes en poule sur la Ligue des Champions, 4 équipes qualifiées pour ces 2 pays. Côté allemand, c'est la première fois depuis la saison 2014-2015, là où le Barça avait gagné avec des champions, que ça arrive. Donc c'est la première fois depuis tout ce temps qu'ils ont 4 équipes qualifiées pour les 8e. L'Espagne, c'est un peu plus récent parce que l'année dernière, c'était déjà le cas avec Valence notamment. Tout simplement, je voudrais avoir déjà de 1 votre avis sur le niveau. Est-ce que ça reflète quelque chose quand on entend que notamment le championnat d'Espagne régresse d'année en année, que là on est sur la fin de l'ère Barcelone, Real Madrid sur le niveau européen, que à part ces 2 équipes-là, il n'y a rien, l'Atlético ça vaut plus rien, etc. Pareil en Allemagne, on entend souvent dire qu'à part le Bayern de Munich, le championnat allemand c'est très léger et que malgré ça, ils arrivent quand même à faire des rendez-vous assez ouf en Ligue des Champions. Dans un premier temps, donc il y a ce constat sportif, et dans un deuxième temps, il y a le constat économique. Donc, il faut savoir que chaque équipe qui est qualifiée pour les poules de la Ligue des Champions gagne 15 millions. D'accord ? Et quand elles passent un tour, donc quand elles arrivent en 8e de finale, elles gagnent 9,5 millions, 10 millions en quart de finale, 12 millions en demi, jusqu'à 15 millions en finale. Donc, c'est quand même pas mal d'argent qui va être gagné pour ces 2 championnats-là, ainsi que l'indice UEFA. Donc, c'est très important pour ces 2 championnats. Et je voudrais juste avoir votre retour sur un peu tout ce que je viens de dire, monsieur. Alex ? Oui, alors, est-ce que c'est normal ?
vu ce qui se passe actuellement. En fait, je distinguerais justement moi un peu l'Allemagne et l'Espagne, en tout cas sur les prestations et leurs adversaires en fait. C'est surtout ça. Parce que quand on regarde, en tout cas selon moi, les adversaires des clubs espagnols, j'ai envie de dire, c'est presque normal qu'il y ait 4 équipes au prochain tour. Parce que par exemple, si tu vois quel était l'adversaire direct de l'Atlético Madrid, donc c'était Salzbourg, c'est une équipe expérimentée, jeune, en roumain on dit un peu besmetic. En gros, ça part dans tous les sens. Tu vois, c'est pas une équipe qui va chercher un résultat, le défendre. Non, les mecs, ils veulent bien jouer, ils veulent vraiment produire quelque chose. Et l'Atlético, c'est efficacité, point. Donc en fait, c'était le rapport de force. Tu vois, c'est comme sur le ring. Tu vois, parce que déjà, on exclut Lokomotiv. Lokomotiv, la Russie qui a beaucoup de mal et qui, cette année, vit une saison cataclysmique sur le plan européen, comme la France. Pour moi, c'est les deux nations qui sont ras des pâquerettes cette saison. Voilà, donc déjà pour l'Atlético. Ensuite, Séville, c'est un peu pareil, parce qu'ils tombent sur Krasnodar-Rennes. Krasnodar, une équipe qui joue quelquefois en tout cas qui jouait l'Europa League assez récemment, qui n'a pas assez d'expérience, qui a certes quelques joueurs de talent, quelques joueurs techniques, mais c'est pas assez face à Séville. Séville qui multiplie les Europa League comme les perles. Ensuite, tu as Rennes. Rennes, première saison en Ligue des Champions, on n'attendait pas autre chose qu'une dernière place, en tout cas moi, personnellement. Donc, déjà, ça ne m'étonne pas par rapport à ça. Et ensuite, Barça-Real, tu as l'impression qu'il ne peut pas leur arriver grand-chose malgré… en fait, qui que soit leur adversaire, tu as l'impression que rien ne peut leur arriver. Parce que le Real, c'était un peu l'année ou jamais, où ils pouvaient se faire sortir au premier tour. On l'a vu, ils font des matchs horribles. Là, contre le Shakhtar, ils te sortent 2 matchs. C'est pas possible à ce niveau-là, tu vois. Et… au final, ils s'en sortent quand même. Tu sais pas comment ils font pour avoir cette gâchette à domicile où il leur suffit tu vois le Barça passer la Juve. Voilà, ils sont qualifiés au deuxième tour, mais tu vois les quarts de niveau avec la Juve qui est 5e de Serie A et qui est certainement la pire Juve qu'on ait vue sur les 10 ans. Et le Barça est quand même qualifié, quoi. Donc c'est. Mais c'est vraiment. Vas-y. Et au final, en fait, voilà, quand tu vois les deux adversaires du Barça, si on élimine la Juve, tu as Dynamo Kiev et tu as Ferencváros. Donc, tu vois, c'est trop faible, en fait. Donc, pour moi, c'est normal de voir l'Espagne à ce niveau-là, en fait. Ça aurait été même un peu une faute professionnelle s'il n'y avait pas de 4 sur 4, je trouve. Pour toi, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. C'est de la poudre aux yeux, du coup, pour toi, le fait qu'il y ait 4 clubs espagnols, 2 années, parce que pour le coup, pour l'Espagne, c'est quand même sur 2 années d'affilée qu'on ait 4 clubs espagnols qui arrivent à atteindre les 8e de finale. Ouais, franchement, pour l'Espagne, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux, mais pour l'Allemagne, je te suis complètement. Parce que voilà, on a vraiment vu des équipes qui nous ont proposé du contenu en général. Dortmund, à chaque fois qu'il y a eu Hollande, donc 4 matchs sur 6, c'était vraiment très… En tout cas, tu vois, même face à la Lazio, il n'y a eu que 1-1, mais c'était un match plaisant. Vraiment, c'était un match qui allait d'un but à l'autre, avait des occasions, des actions, c'était très… un peu décousu, mais c'était intéressant à suivre. Et tu as aussi Leipzig qui peut te produire un match comme contre le PSG, comme tu disais, Gooms, et qui étrie United, et tu as Gladbach qui nous a aussi rendu de belles copies. Donc, et le Bayern, j'en parle pas. Donc, pour moi, l'Allemagne, tu vois, mérite d'être un peu plus mis en avant. J'ai un autre angle, en fait. Je pense à ces années où on avait retrouvé notamment l'Allemagne, 2 représentants allemands en finale de Champions League, Borussia et le Bayern en 2013. Je pense à ces années où on retrouvait régulièrement le Real et le Barça au 2e tour et en finale ou en demi-finale de Champions League. Ce moment où l'Espagne a dominé l'Europe, mais pas seulement en club, mais également en sélection. Et qu'en fait, cette domination que tu voyais en Champions League, elle reflétait aussi le réel niveau du football espagnol à travers le Barça, à travers le Real, et pareil pour l'Allemagne. Tu vois, quand il y a cette finale de Champions League entre le Dortmund et le Bayern en 2013, un an plus tard, tu as l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde en 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait 4 équipes allemandes et 4 équipes espagnoles, ça veut vraiment dire que derrière le foot espagnol et le foot allemand sont en bonne santé? Je suis pas sûr. Quand tu vois l'Allemagne, quand tu vois qu'ils ont du mal justement à avoir une assise défensive en sélection, quand tu vois les raclés qu'ils prennent aujourd'hui en Ligue des Nations en matchs amicaux, j'ai eu l'occasion de les voir, c'est très fragile. Quand tu vois aussi l'Espagne, alors oui, l'Espagne ils gagnent quelques matchs, mais ils en perdent aussi, ils ont perdu notamment, je crois, face à la Suisse lors de la dernière trêve internationale. L'Espagne d'aujourd'hui n'est plus l'Espagne qu'on a connue en 2008, 2010, 2012. Donc je pense que oui, ça c'est un mirage. C'est un mirage parce que ça ne reflète pas le réel niveau de ces 2 foot.
et notamment des sélections aujourd'hui. Et quand tu regardes notamment Leipzig, tout à l'heure, tu parlais de Leipzig, Alex, il n'y a quasiment pas d'Allemands. Il n'y a quasiment pas d'Allemands sur le terrain à Leipzig. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'hispanophones. Ouais. Beaucoup d'hispanophones, d'Autrichiens. Tu regardes Dortmund, le joueur allemand aujourd'hui qui excelle à Dortmund. Bah ouais, il n'y a pas de joueur allemand qui sort du lot. Emre Can ne sort pas du lot. Hummels, il est là parce que c'est Hummels. Voilà. Weidenfeller. C'est le mec qui sort les vieux. Weidenfeller, le retraité. Tu regardes le Bayern, il y a toujours Thomas Müller, il y a Kimmich, effectivement, Goretzka. À part peut-être le Bayern qui te sort un Allemand de très grande qualité, bah ça reste encore très très faible. Ouais. Et pareil d'ailleurs pour le football espagnol. Pour le football espagnol. J'ai une question dans ce cas-là, les gars. Est-ce que pour vous, il y a des championnats qui sont meilleurs en fait à l'heure actuelle que ces deux-là, de par ce qu'on a vu en fait donc en nombre de qualifiés? Si vous me dites que c'est de la poudre aux yeux, quels championnats sont d'un plus haut niveau actuellement? L'Angleterre. D'accord. Ouais, bien sûr. De par l'homogénéité en fait. Ouais, la concurrence, l'homogénéité, c'est indéniable. Ça. Ok. L'Angleterre, tu joues une finale tous les jours. Qui sortent pas finalement d'un groupe où on a eu un Paris Saint-Germain qui est pas ce qu'il aurait dû être et un Leipzig qui quand même est bon, surprenant, mais il n'a pas de joueur cadre type vraiment patron en Ligue des Champions, une grosse expérience de cette compétition, cadre européen quoi. Comment t'expliques qu'au final, quand on n'est que 3 représentants de ce pays-là? Ah, où en Angleterre? Ouais. Oui, donc en gros, qu'on n'est pas Manchester, en fait, c'est ta question. qu'on n'est pas Manchester. Non, mais Manchester devait sortir de ce groupe. C'est rationnel. 1 + 1 = 2. Manchester devait sortir de ce groupe. S'ils ne sont pas sortis de ce groupe, c'est parce que ça a foiré en interne. Ça a foiré de la tête aux pieds, en fait. Mais même avec cet effectif qui est tout pourri derrière, ils doivent sortir de ce groupe. C'est ce que disait tout à l'heure Alex. Peut-être que s'il y avait Cavani, Martial, si, je sais pas, Pogba était en forme, peut-être qu'ils auraient fait mieux. Mais moi, je pense que c'est une contre-performance. Ce n'est pas que Leipzig est meilleur que Manchester. C'est que Manchester a donné la victoire à Leipzig. C'est pour moi, ça relève de la contre-performance plus que du niveau de Leipzig, même si, comme tu l'as dit, Nagelsmann a fait un travail formidable en comblant l'espace laissé par Timo Werner qui est parti à Chelsea. Ok, ouais, la première ligue du coup. Ouais. Et que la première ligue. Tu vois, sur la première ligue, là, c'est marrant parce que moi, je trouve que Liverpool et City, tu vois, ont tellement une marge de progression cette saison que ça fait 2 têtes. Et est-ce qu'on peut ressortir 2 têtes pour l'Espagne, pour l'Allemagne? Tu vois, je ne suis pas totalement sûr. Parce que Liverpool, pour moi, est très, très impressionnant dans le sens où même avec leur cascade de blessés, tu as l'impression qu'il ne peut pas leur arriver grand-chose. Alors certes, ils n'ont pas gagné tous les matchs, c'est même normal, c'est même logique, hein, vu toutes les improvisations que doit faire Klopp. Mais tu vois, il te sort des petits Curtis Jones, des mecs qui commencent à monter en régime. Et City, ils ont aussi bénéficié d'une poule qui était très, très, très faible. Mais tu vois quand même qu'il y a de l'idée. Il y a Ferran Torres qui se révèle complètement, qui s'épanouit en fait en espèce de faux neuf. En fait, tu as de la matière. Tu vois, alors évidemment, tu peux être sceptique sur le long terme sur City comme chaque année. Et je te suivrai aussi. Mais par contre, Liverpool m'impressionne. Mais je pense que c'est pas tant au niveau des têtes des leaders que en gros de l'homogénéité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de concurrence en première ligue. C'est-à-dire que Liverpool, certes, ils vont dominer, mais ils vont devoir aller chercher leur victoire en fait. Tu vois. Je dis pas qu'en Italie il y a pas ça. En Italie, c'est dans une moindre mesure. Je pense qu'en Italie, la concurrence elle va de 1 à 9. Elle va grosso modo de la Juve à l'Hellas Vérone. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Quand en première ligue, de la première à la 20e, il faut que tu ailles gagner tes matchs. On se souvient d'ailleurs, l'équipe qui a battu l'année dernière Liverpool, c'était l'équipe de. Oh là, j'ai oublié cette équipe. Watford, l'équipe du Sénégalais Ismaïla. Voilà. Et ils ont fini d'ailleurs relégables. Et c'est eux qui ont justement mis fin à l'invincibilité de Liverpool. Donc voilà. Est-ce que ça ne coûte pas notamment à ces 2 équipes? Parce que là, on parle de 2 équipes qui ont fini éliminées au 8e de finale et est-ce que ça leur coûte pas justement sur le plan européen d'avoir une si grosse confrontation en championnat quand tu vois leurs résultats, notamment la saison dernière? Tu parles de qui là? De quel club? De Liverpool et de Manchester City, qui ont fait une contre-performance finalement en Ligue des Champions l'année dernière. Est-ce que vous pensez que c'est lié au championnat qui est si relevé que ça et que chaque week-end tu laisses des plumes finalement sur le terrain?
Après, tu vois, on peut aussi dire qu'il y a eu un Liverpool-Tottenham il n'y a pas si longtemps que ça en finale. Mais sinon, en fait, non, mais par exemple, je trouve vraiment, tu vois, et ça m'avait surpris l'élimination de Liverpool par l'Atlético. Ils ont été piégés, en fait. Ils ont été piégés par un entraîneur, par un système. Pour moi, c'est plus ça, tu vois, c'est un accident de parcours, par exemple. Tandis que City, oui, le problème est bien plus ancré. Ouais. Bah, les gars, on va avancer un peu. On va passer au deuxième flop. Donc le mien, c'est Lucas Vasquez. Deuxième flop. Deuxième top, je suis un baiser, moi. Ouais. Deuxième top. Donc Lucas Vasquez, effectivement, que je trouve extraordinaire. Le joueur du devoir. Le joueur qui répond toujours à l'appel. Et qui répond présent. Et qui est polyvalent. Et qui est versatile. Et qui hier nous a encore gratifié d'un excellent match, auteur d'une passe décisive pour Karim Benzema. Il a été titularisé 5 fois sur les 6 matchs du Real lors de cette première phase. Juste une stat comme ça, Lucas Vázquez, c'est 91 passes réussies, 91% des passes réussies et 83% de tacles réussis. Pour un joueur qui, à la base, n'est pas défenseur de formation. Je vous rappelle que Lucas Vázquez, c'est d'abord un ailier, c'est un attaquant, c'est un joueur offensif. C'est un joueur qui, depuis 2018, a certes été reconverti sur un poste de latéral droit, mais à la base, c'est un joueur offensif. Et donc moi, c'est ça, je suis vraiment impressionné par cette polyvalence qu'il a, cette qualité justement qu'il a à jouer simple en fait. C'est un joueur qui joue simple, c'est un joueur qui connaît parfaitement en fait son rôle et son niveau. C'est pas ce mec qui va croquer, c'est pas ce mec qui va surjouer, il va jouer en première intention, il va jouer simple, il va jouer juste, et ça se voit notamment, comme je vous l'ai dit, dans ses chiffres de 91% des passes réussies. Et c'est un joueur qui prend des risques. Parce que Lucas Vázquez, c'est pas ce défenseur droit, c'est pas ce Thilo Kehrer qui va jamais franchir la ligne médiane. Non, Lucas Vázquez, il va toujours apporter le surnombre, il va proposer des choses. Mais dans sa justesse, je le trouve impressionnant. Et il y a une autre stat aussi qui m'a impressionné, c'est que depuis qu'il est arrivé depuis qu'il joue en fait au Real, depuis qu'il a intégré le groupe pro, parce que le groupe pro, faut rappeler qu'il vient de la Castilla, Lucas Vázquez, il a été impliqué sur 17 buts avec Karim Benzema. Donc soit où il a passé une passe D, soit il a fait une passe D, soit il a marqué. 17 buts, ce qui est quand même assez important. Et voilà, donc c'est un joueur moi que je trouve formidable. En 2018, lors de sa meilleure saison avec le club, il tourne à 8 buts, 12 passes D. Et ce qui est aussi assez fort, c'est que depuis 2 ans, voilà un joueur qui voit son nombre de matchs diminuer drastiquement. Il y a 2 ans, il n'a joué que 47 matchs. 1 an plus tard, donc l'année dernière, 23. Et cette année, en fait, il bénéficie de l'absence de Carvajal qui est blessé au genou. Et donc moi, je finirai par là, les gars. Comme ça, ce sera global. Je suis assez intrigué par ces joueurs, par ces couteaux suisses, en fait, qui généralement, dans l'histoire du football, sont pas forcément reconnus à leur juste valeur. Parce que justement, ils sont bons à tous les postes, sans jamais exceller dans l'un d'entre eux, en fait. Et Lucas Vázquez, c'est un peu ce joueur-là, parce qu'il joue pas seulement latéral droit, il peut souvent jouer au milieu, comme il peut souvent jouer attaquant. Mais il n'est pas le seul. Tu as James Milner avec Liverpool, capable de jouer partout, des deux côtés du terrain, à gauche, à droite. Tu as Fabinho. Pareil, ces joueurs qui sont des couteaux suisses, qui passent au second plan, mais qui sont tellement utiles pour un coach. Et moi, je m'interroge un peu sur leur approche, en fait. En gros, qu'on leur dit, mais bon, poteau, ce soir, tu joueras pas défenseur central, tu joueras latéral droit, et tu le joueras pendant 2 mois. Est-ce que pour eux, c'est un nouveau départ? Est-ce que pour eux, tu vois, tu prends tes bagages et tu pars vers une nouvelle contrée? Comment tu approches effectivement ces changements, ces bouleversements qui sont assez réguliers dans la carrière de ces joueurs-là? Voilà, les gars, réaction. Non, pour revenir vite fait sur Lucas Vázquez avant d'aborder les couteaux suisses du joueur, impressionné par ce qu'il a montré. Il faut savoir que Carvajal était revenu de blessure, donc il était disponible aussi pour le match d'hier, mais il a été préféré à Carvajal jusqu'à Vázquez. J'adore ce qu'il apporte au Real Madrid actuellement, et je parle bien du Real Madrid actuellement, parce qu'on a connu un Real Madrid qui était vraiment dominant sur le plan offensif, quand il y avait Cristiano, Benzema, Gareth Bale notamment, quand il était encore en forme physique. Mais là, on parle d'un Real Madrid qui est vraiment amoindri sur le plan de l'attaque. Et quand je vois un Lucas Vázquez qui, comme tu le dis, joue simple, prend son couloir, va mettre des ballons dans la boîte. Et je pense que c'est un apport indéniable pour un Real Madrid qui est en manque d'inspiration offensive. Et quand tu vois qu'hier, il a réussi à servir Karim Benzema, qui s'est pas fait prier pour mettre 2 coups de tête stratosphériques, c'est magnifique de voir un Lucas Vázquez qui apporte ça à un moment pareil au Real Madrid. Donc, impressionné par le joueur et aussi de la dévotion dont il fait part, comme tu le dis, parce que il est vraiment sous
juste pour réagir à ce que tu disais, parce qu'on évoquait tout à l'heure l'Inter, et le manque de caractère dans les grands matchs, Lucas Vazquez, décisif face à l'Inter, à Giuseppe Meazza, où clairement, il garde son côté droit et il est dominant, et encore une fois, décisif lors d'un match coup près face à Mönchengladbach. Alex. Ouais, après, tu vois, moi, comme je regarde vraiment très très peu le Real, dans des résumés, etc., je peux pas trop m'avancer sur la question, donc je vous laisserai plus en parler que moi. Sur la question, ouais, vas-y, Sur la question du repositionnement, tu vois, de Lucas Vazquez, en fait. Mais c'est marrant parce que là, vous êtes vraiment dithyrambique à son encontre. Et quand on pense qu'il y a encore quelques années, il était. En fait, c'était limite devenu un indésirable, j'ai l'impression, tu vois. Même avec l'Espagne, c'était, tu sais, c'était cet ailier qui progressait pas. C'était ce mec qui passait 60 minutes sur le terrain, mais tu le voyais pas vraiment. On se demandait qu'est-ce qu'il allait advenir de lui, en fait, tu vois. Est-ce que ça allait devenir vraiment le remplaçant, le mec que tu mets en fin de match pour amener un peu de vitesse, et puis c'est tout, tu vois. C'est pas non plus le dribbleur du siècle, donc c'est, tu vois. Et ce que vous dites est intéressant. Donc vraiment, c'est. Mais justement, il doit beaucoup à Zidane. Évolution. C'est ça, il doit beaucoup à Zidane, parce que tu ne pouvais pas mettre Lucas Vazquez devant Benzema, devant Cristiano, devant Asensio, il doit beaucoup justement à Zidane qui l'a reconverti. Pour ceux qui s'interrogent souvent justement sur les qualités tactiques de Zidane, Lucas Vazquez justement en est une réponse. Parce que, encore une fois, c'est un attaquant de formation et aujourd'hui, il s'épanouit parfaitement dans ce rôle de latéral droit. Et justement, Alex, quand j'évoquais ces joueurs, ces couteaux suisses, qui ne sont pas forcément considérés à leur juste valeur, alors qu'en fait, ils sont hyper utiles pour un coach parce qu'ils peuvent jouer partout et très bien. Comment tu l'expliques et comment tu essaies de comprendre leur approche à chaque fois des différents postes qu'ils peuvent jouer et les différents changements qu'ils peuvent avoir dans leur carrière. Regarde un Danilo Pereira avec le Paris Saint-Germain, on lui a dit poto, tu vas jouer en défense centrale, c'est devenu un cauchemar. Kimmich, tu lui dis de jouer latéral droit 6, 8 ou 10, c'est la même chose. Alex. Ouais, ça tient sûrement beaucoup de la mentalité du joueur, tu vois, la capacité d'adaptation. Parce que lui, il est prêt à faire des sacrifices pour l'équipe, c'est ça en fait. Donc à mon avis, la comparaison est très criante là entre Kimmich et Danilo Pereira. Est-ce que Danilo Pereira est prêt à faire autant de sacrifices? Bon, déjà, est-ce qu'il est aussi bon que Kimmich? Bon, voilà, passons. Est-ce qu'il est prêt à faire autant de sacrifices que Kimmich pour l'équipe, ou est-ce qu'il est prêt à faire autant de sacrifices pour hausser son niveau de jeu à un autre poste? Tu vois? Parce que déjà que c'est un joueur, on va dire, de douzaine au milieu de terrain, c'est pas. C'est voilà, parce que j'ai vu. Poto, est-ce que tu penses que tous les joueurs peuvent faire ça? Est-ce que tous les joueurs sont polyvalents? Est-ce que tous Non, les joueurs non, bien sûr que non. Mais encore une fois, tu vois, par exemple, le cas de Kimmich, ça s'inscrit aussi dans le cas Lam qu'il a précédé, en fait. Ouais, bien sûr, tout à fait. Qui a vécu finalement exactement la même situation. Donc ça dépend. C'est rare en fait. C'est rare aujourd'hui des mecs qui s'adaptent. Parce que oui, aujourd'hui, tu as plein d'entraîneurs qui sont un peu obligés de bricoler, de faire avec les moyens du bord et parfois susciter des vocations. Mais c'est tellement rare que en fait, cette expérimentation donne souvent des cas foireux, quoi, comme Danilo. Ouais, Danilo. Après, il y a eu d'autres cas aussi. Hein. Je me souviens on peut remonter en arrière, les Bodmer, Bodmer le français. Alors c'est pas la Champions League, hein, mais Bodmer qui était milieu offensif et qui est redescendu d'un cran jusqu'à finir défenseur central, notamment à Nice et à Amiens. Mais voilà, Thibaudot, toi, est-ce que tu penses que Kimmich peut changer cette image justement qu'on a du couteau suisse et peut en faire en fait une marque de fabrique? Parce que moi, je pense vraiment que ce mec-là, par exemple, peut être ballon d'or, vraiment. Il a vraiment le potentiel pour être ballon d'or parce que ce mec excelle. C'est pas qu'il est bon, c'est qu'il excelle dans tous les postes où il joue, en fait. Je pense que c'est important d'avoir des joueurs de si grande qualité qui démontrent qu'il n'y a aucune honte à avoir d'être un couteau suisse, d'être balancé d'un poste à un autre, que c'est important d'avoir un joueur, en fait, qui donne des lettres de noblesse à ce poste, ce rôle de couteau suisse. Je pense que c'est quelque chose de très important pour la conquête d'un titre. Il y a bon nombre d'équipes où on pourrait citer des mecs qui ont justement un peu valdingué à droite à gauche, qui ont accepté aussi de sortir du banc. Quand tu vois les remplaçants, les super subs, comme on peut les appeler, les Origi, les Edin Dzeko, les mecs comme ça, tu vois, qui ont vraiment pesé dans leurs équipes. Et après, quand tu dis Fabinho, Milner, Kimmich, ce genre de mecs-là qui peuvent jouer au milieu, en défense, c'est très important. C'est vraiment une richesse pour les coachs et pour les équipes
ça soit une richesse pour le niveau de jeu, tout simplement, ou C'est aussi ça. pour ce que ça montre en tant que, OK, moi d'abord, je joue à droite, mais s'il faut, les gars, s'il faut gagner et il faut que je joue au milieu, je joue au milieu, pas de souci. Quand tu joues à côté d'un mec qui accepte de tuer son poste pour aller ailleurs sur le terrain, tu te dis, ben, en fait, comment je vais me plaindre, moi? C'est ça. C'est ça. On me laisse et je vais me plaindre. Ben non, C'est ça. frère, tu fermes ta gueule, tu joues. C'est ça. Pour moi, vraiment, il faut que. Pour moi, cette image doit. Enfin, moi, je pense que ces couteaux suisses sont formidables et qu'on doit vraiment passer d'une image de simple dépanneur à l'image de génie. Pour moi, il y a quelque chose de génial, en fait, de pouvoir jouer plusieurs postes. Ça montre des capacités quasiment extraordinaires, en fait. C'est parce que tu changes ton approche du jeu en permanence, en fait. Et souvent, on te le demande de le faire en un match. Dans un match, de changer de poste en un match, en fait, et d'avoir le même rendement. Et c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Alex, ton top. Mon top, c'est Erling Haaland. Erling Haaland, parce que déjà, je pense que pas mal de personnes se demandaient, et peut-être légitimement, est-ce que ça allait pas être en fait on va dire un one season wonder, comme ils disent en anglais. Donc, tu sais, les joueurs qui font une saison exceptionnelle et qui s'éteignent, qui disparaissent complètement des radars ensuite. Alors, certes, sa saison dernière est tellement exceptionnelle qu'on avait du mal à s'imaginer le contraire, mais sait-on jamais? Tu vois, sait-on jamais, une blessure est arrivée, et ensuite d'autres blessures peuvent s'enchaîner, etc. Les cauchemars, on sait très bien qu'est-ce que c'est à quoi tient une carrière de joueur. Donc, encore une fois, là, il progresse à chaque match. Il marque à chaque match, mais il progresse aussi à chaque match, tu vois. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'il y a un Dortmund avec Haaland et un Dortmund sans Haaland. C'est le jour et la nuit. Là, contre le Zénith, Dortmund, c'est très, très compliqué. Il l'emporte sur la fin de match, mais ils galèrent tout le long parce qu'ils n'ont pas leur buteur, ils n'ont pas leur point de fixation. Le mec qui prend la profondeur, qui a un gabarit à la Zlatan et qui n'a pas une vitesse à la Zlatan, hein, qui a une vitesse à la Mbappé sur les premiers mètres, tu vois. Un mec qui est fort partout, bon jeu de tête. C'est vraiment un mec qui sait tout faire et qui, cette saison, y compris en Ligue des Champions, c'est ça, il a 6 buts en 4 matchs. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs de poule. Il talonne Lewandowski en Bundesliga, au classement des meilleurs buteurs. Lewandowski a enfin un contender, parce que Werner était pas loin, certes, mais il était plus loin que Haaland ne l'est aujourd'hui de Lewandowski. Donc, je suis très impressionné par Haaland et j'ai hâte de le revoir à l'œuvre, parce qu'il nous prouve que il est exceptionnel et que c'est sans doute le futur meilleur attaquant au monde. Ok, Poto, vas-y, je te laisse y aller gentiment. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai appelé Shaquille Haaland. Shaquille Haaland, parce qu'il est dominant comme l'était Shaquille O'Neal en NBA. C'est un géant parmi les hommes. Et c'est un joueur qui te fait comprendre que c'est un géant, de par sa vélocité, de par sa puissance, de par sa vitesse, comme tu l'as dit sur ses premiers pas. J'ai rarement vu un joueur aussi fort en fait physiquement. Je remonte peut-être à Adriano avec l'Inter, parce que Zlatan c'est pas cette même force en fait, c'est pas le même profil. Peut-être Adriano qui par son physique dominait en fait les défenseurs centraux, mais Haaland est beaucoup plus grand que Adriano, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce. Donc moi je l'appelle Shaquille Haaland. Effectivement, je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'aujourd'hui il soit à ce niveau-là. Effectivement, tu l'as dit. Il a énormément progressé tout à l'heure. Thibaudot évoquait Lukaku comme certainement l'un des meilleurs neufs dos au but. Je pense que Haaland est le meilleur neuf dos au but. Ce qu'on oublie souvent de dire lorsqu'on parle d'Haaland, c'est qu'on parle beaucoup de sa vélocité et de sa force, mais c'est un joueur qui sait faire remonter un bloc. C'est un joueur qui sait conserver la balle. C'est un joueur qui sait jouer avec ses partenaires. À combien de reprises j'ai vu Haaland combiner avec Reus, avec Jadon Sancho. C'est un joueur qui sait quasiment tout faire, et en plus de ça, c'est un joueur aujourd'hui, et je le dis comme ça, mais il marque contre Neuer. Ouais. Il n'a pas peur de Neuer. À son jeune âge, il est là dans les grands matchs, contrairement à d'autres. C'est ça en fait, c'est qu'il plante en fait, et il plante contre Neuer. C'est pas beaucoup de joueurs qui vont dire qu'ils ont planté contre Neuer. Il y en a certains qui dans leur vie n'ont jamais planté contre Neuer. Il y en a même certains qui ont fait encore des cauchemars. Karl Toko et Kambi. Donc lui, Haaland, lui, il peut te dire, hey, les frérots, moi j'ai planté, il y a rien. Il n'y a rien. Et il a planté contre lui en Super Coupe d'Allemagne. Ils ont perdu, je crois, 3-2 en Bundesliga. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une dépendance Haaland, en fait. Et qu'il y a certains joueurs aujourd'hui qui se reposent sur cette dépendance. D'ailleurs, certains qui ont régressé, à l'image de Jadon Sancho, qui est aujourd'hui en courant alternatif. Et aussi le coach, c'est très bien ce coach, moi, Lucien Favre, je pense qu'il n'est pas ce coach qui va permettre à Dortmund de franchir un cap, de rivaliser avec le Bayern et pourquoi pas aller chercher une coupe aux grandes oreilles, parce qu'il est trop conservateur,
parce que il n'a pas cette ambition dans le jeu. Alors, tu vois, il tâtonne. Hein. Parfois, il passe à 3 défenseurs. Parfois, il joue en 4-2-3-1. Il n'est pas sûr de son format. Mais je trouve qu'il y a une dépendance, en fait, Haaland, une Haaland dépendance qui peut leur porter préjudice et être néfaste aussi pour Haaland. Parce que voilà, Haaland, il est en progression. Mais s'il voit que Dortmund ne lui permet pas d'aller franchir un autre palier, très vite, tu le verras certainement au Real ou dans un autre club. Thibaut. Okay. Je suis d'accord avec quasiment tout ce que vous avez dit, les gars. Je viendrai juste saupoudrer ça avec un peu de contradiction. La chose que j'attends maintenant d'Erling Haaland, pour vraiment que ça soit une putain de confirmation et pas juste une confirmation, c'est qu'il fasse flipper les gros. Parce que pour moi, Erling Haaland, à l'heure d'aujourd'hui, fait flipper les petits comme peu de gens, mais faire flipper les gros, quand tu sais qu'il a raté contre Paris, tu peux pas lui mettre que ça à sa décharge. Hein. C'est pas que de sa faute. Il a marqué à l'aller contre Paris. Bien sûr, mais c'est marquer et gagner, c'est deux choses différentes à l'heure d'aujourd'hui. Alors, justement, mon frérot, c'est pour ça que je te disais que Lucien Favre, pour moi, Lucien Favre, quand tu mènes 2-0, 3-1 pardon, à l'aller contre le Paris Saint-Germain, tu perds pas 2-0 au retour sur le terrain du Paris Saint-Germain en laissant Neymar marquer sur corner. C'est pas possible. Le seul truc, c'est quoi? C'est que dans 10 ans, quand on va reparler de Dortmund, poto, personne ne se souviendra que ça sera Lucien Favre et on se souviendra que ça sera les premières années de Erling Haaland. Donc, s'il commence en fait à enchaîner les défaites contre les gros, t'en as parlé contre ces deux premiers matchs. Avec Dortmund. Quand t'en as parlé contre le Bayern, il a marqué, mais pour l'instant, il n'a fait que perdre face au Bayern. Donc, j'attends en fait Erling Haaland. Je sais que je lui en demande beaucoup, que c'est un joueur très jeune qui montre des qualités exceptionnelles, mais j'attends une grosse victoire en fait. J'attends un mec qui va faire gagner Dortmund contre un putain de gros. Si tu veux, Thibaudot, il pourra toujours marquer 4 ou 5 buts. Parce qu'il en est capable, hein. Il est capable de marquer 5 ou 6 buts. Mais face au Bayern, pour avoir vu les matchs, je ne sais pas si tu les as vus, toi, Alex, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. Il a été dominant. À part peut-être marquer 6 buts, si c'est ce que tu attends de lui, pourquoi pas, tu vois. Mais à la limite, voilà, c'est que le premier match qu'il a joué contre le Bayern, c'était l'an dernier. Il avait été transparent. Il s'était même blessé. Il était sorti sur blessure. Et depuis, justement, donc son second match, c'était en Supercoupe. Il a mis ce but en contre-attaque fulgurante. Je me souviens, je sais plus qui lui fait la passe. Il dépose Hernandez. Il a déposé Hernandez qui est quand même réputé pour sa vitesse. Ouais. Et je me souviens aussi qu'il rate une énorme occasion juste ensuite, mais parce que Neuer est le mur qu'il est. Mais encore une fois, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il doit marquer 6 buts par match pour convaincre tout le monde? Parce que déjà, il a montré qu'il était là dans les gros matchs. Il faut aussi qu'il soit entouré, en fait. C'est ça. Pour moi, les autres joueurs ne sont pas à son niveau, en fait. Tout simplement. Ça c'est indéniable, malheureusement, pour Dortmund. Les joueurs sont pas au niveau et en plus de ça, ils n'ont pas recruté là où vous avez besoin. Parce que Dortmund l'année dernière, c'était quoi le principal problème de Dortmund dans les grands matchs? Leur défense qui est dégueulasse. Hummels qui est là juste pour relancer, Zagadou qui est un gaffeur, Piszczek qui est sur les rotules, Emre Can qui est un nerveux. Ils n'ont pas d'assises défensives. Donc tu peux bien demander à Haaland de marquer 6, mais si c'est pour en prendre 7 derrière, à quoi bon? Ouais, ça manque d'expérience au milieu aussi. Enfin bon, tu vois. Le photo, c'est qu'il perd malheureusement sur les gros matchs. Après, tu peux me dire que c'est pas son gré, mais malheureusement, c'est un sport d'équipe. Et au bout d'un moment, tu peux en mettre 2, 3 autant que tu veux. Si tu perds le match, ça fait chier en fait. C'est juste ça. Mais moi, ça me fait pas chier, ça fera chier Haaland. Parce que quand je vois Haaland, quand je vois Haaland, je me dis que, allez, maximum 2 ans, et après ce mec-là va au Real. Parce que ce groupe-là, tant qu'il est coaché par Favre et qu'il n'y a pas, comme le disait Alex, les ajouts majeurs, des joueurs en tout cas complémentaires et qui, dans les rendez-vous, peuvent accompagner Haaland, parce qu'Haaland, il n'a pas besoin d'avoir un joueur de son niveau. Il a juste besoin d'avoir des bons numéro 2, numéro 3. Le reste, il va le faire. C'est Shaquille Haaland. Il est trop dominant, en fait. Donc, à partir de là, il faut bien entourer. Mais bon point.